Merci à tous, on va applaudir Jean-Paul quand même. Donc vous l'avez compris, c'est une collaboration entre archéologues et amis. Hein. Donc l'archéologie, c'est un petit monde, c'est une famille. Donc on s'entraide. Merci à Augra d'avoir accueilli cette exposition et d'avoir accueilli les statues menhirs. La SLP, évidemment, renverra la balle, là il n'y a pas de souci. Donc les statues menhirs, c'est un peu quelque chose d'assez étrange et mystérieux parce qu'il y a environ 5000 ans, on voit apparaître pratiquement dans tout le bassin méditerranéen ces deux statuaires, qui est la toute première statuaire européenne en fait. C'est la première fois où on représente des personnages. On connaît des choses antérieures, mais c'est plutôt des menhirs décorés, c'est pas des statues. Donc là on a des statues. Il y a plusieurs groupes de statues dans le sud de la France. Un groupe important qui est le Puy de Saint-Pons et en Rouergue. Un groupe qui est centré sur le Languedoc, Hérault, Gare et le sud de l'Ardèche. Et un autre groupe qui est le long de la vallée de la Durance, en Provence. Voilà. Donc on a trois groupes différents. Là vous avez essentiellement le groupe gardois. C'est des statues qui proviennent du Gard. En Portierain, vous en avez de l'Hérault aussi. Il y a une statue héroltaise ici. Hein, mais on fera le tour, hein, si vous voulez, je vous les détaillerai. Et puis quelques statues provençales au fond. Alors évidemment, toutes ces statues, ce qui est étrange pour nous, c'est que de l'Arabie jusqu'au Portugal, elles ont l'air de famille. Et ça a toujours troublé les préhistoriens, et notamment un grand préhistorien de l'Hérault, qui est le docteur Arnal, de Saint-Mathieu de Tréviers, et qui a beaucoup étudié ce phénomène des statues menhirs. Et donc lui, il a montré qu'il y avait un courant européen important. Alors il y a des tas d'explications, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est certain, c'est qu'elles se ressemblent à la fois par leur aspect un peu massif, la tête un peu rentrée dans les épaules, et aussi, voilà, elles ont le poids des âges sur les épaules, et elles ont des objets, des motifs, des décorations qui sont parfois assez proches les unes des autres. Mais elles ont surtout une particularité qui n'existe qu'à cette époque-là, dans toutes ces régions du bassin méditerranéen, c'est que dans 99,9% des cas, elles n'ont pas de bouche. Et c'est pour ça qu'on les a appelées les déesses muettes à l'époque. Et qu'on les a appelées aussi les déesses des morts. Hein, parce que c'est comme des individus, des personnages qui seraient privés de vie, donc qui n'ont plus la parole. Effectivement, certains de ces ensembles ont été trouvés en contexte funéraire, parfois dans l'Hérault, mais beaucoup aussi dans les Alpes. Hein. On pense à la Suisse, par exemple, où on a des statues menhirs qui sont associées à des tombes préhistoriques, à des monuments mégalithiques. Voilà. Alors, il y a d'autres régions, comme le Rouergue, par exemple, où elles sont associées à rien du tout. Ou, par exemple, les Alpes italiennes, le Haut-Adige, où elles semblent comme ça, disposées au milieu des forêts, dans les montagnes, sur les cols. Donc, il y a probablement différentes explications. Même si la ressemblance est évidente, il y a peut-être différentes explications. Vous savez, l'Europe occidentale, du Portugal en redescendant jusqu'à l'Arabie, il y a 5000 ans, c'est un territoire immense. Hein, les gens, ils marchaient. Hein. Donc, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui a pu unir ces représentations dans un espace aussi grand, aussi vaste. Et franchement, je n'ai pas de réponse. Il y a eu des hypothèses sur l'immigration de population qui venaient de l'Est en direction de l'Ouest. On a parlé des populations, on a parlé des Indo-Européens, des Kourganes, c'est des noms barbares qui permettent de localiser des peuples hein, qui auraient diffusé en direction de l'Ouest. Mais malheureusement, la chronologie ne colle pas. Le problème, c'est que les statues menhirs de l'Est sont plus récentes que les statues menhirs de l'Ouest. Donc si on devait faire une diffusion, ça partirait de la Méditerranée en direction de l'Europe centrale. Vous voyez, ça ne colle pas pour l'instant. Donc il y a plein d'explications. Moi je pense qu'il y a forcément une connexion, un phénomène de connexion, mais qui nous, préhistoriens, nous dépasse un peu. Les objets circulaient beaucoup à cette époque. Par bateau, oui, mais par terre aussi, on trouve des pointes de flèches en cuivre du Portugal jusqu'en Languedoc. Il y a des objets, des vases par exemple, des modèles de vases qui circulent à peu près à la fin de cette époque, qu'on appelle le campaniforme, qui vont diffuser en quelques siècles à travers toute l'Europe. Donc on est dans un monde très mobile, où les gens se déplacent beaucoup. On va trouver ici dans nos régions, on va trouver du silex qui vient du Gard, on va trouver du silex qui vient de Touraine, pas en grande quantité, mais de temps en temps.
Il y a des parures du midi de la France qui sont imitées en Vendée. Il y a des pointes de flèches du midi de la France qui sont imitées en Suisse. Donc vous voyez, ça bouge. Ça bouge. Alors est-ce qu'avec ces objets qui bougeaient, ce monde traversé de colporteurs, les idées se déplaçaient pas aussi? On a émis alors une hypothèse avec une collègue, Ingrid Sénépa, on a publié un article à ce sujet, que c'était peut-être ce qu'on appelle les héros civilisateurs. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles du bassin méditerranéen, on a toujours un dieu ou un héros qui va apporter quelque chose aux hommes. Prométhée, par exemple, qui apporte le feu. Dans ce qu'on appelle des héros fondateurs ou civilisateurs, et on pense qu'à cette époque-là, le culte de ces personnages qui ont pu apporter des choses à leur population est représenté à travers ces statues qui, selon les régions, ont des attributs différents. Dans certaines régions, ça va être un poignard qui va être représenté. Dans d'autres, ça va être une crosse. Dans d'autres encore, ça va être des objets emblématiques, parfois le vêtement, oui. Ou alors, ce sont tout simplement des représentations d'ancêtres importants, hommes ou femmes, qu'on a voulu honorer en les représentant, soit dans la nature, soit associés à des tombes. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire, donc évidemment, je répondrai à vos questions, et Jean-Paul aussi, et tous mes collègues préhistoriens, c'est en voir une ou deux, puis je vous donne une petite explication de la lecture. Alors, il y a celle de